Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Nous allons faire une petite pause dans notre série Les États-Unis et la guerre, quoique, vous le verrez, nous pourrons y raccrocher notre sujet d'aujourd'hui. De tout temps, les hommes ont cherché des justifications à faire la guerre. Qu'elles soient religieuses, économiques, commerciales ou territoriales, les raisons sont toujours nombreuses, rarement isolées, mais il faut qu'elles soient justifiées du point de vue du belligérant. Mais est-il juste de faire la guerre? Et quelle signification a donné au mot juste, justice ou ajustement à la volonté divine? Mais les dieux ou Dieu ont-ils à voir avec la guerre? Et cette notion est-elle toujours valable aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, nous recevons Jean-François Chemin, auteur de La guerre juste, réédité en 2022 aux éditions des Cimes. Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous proposez dans ce livre une passionnante étude historique à travers l'Antiquité romaine, des origines à Saint-Augustin, durant laquelle se construisit la notion de guerre juste, au contact d'abord de la magie, des religions romaines, puis chrétiennes, et bien sûr du droit. Cette notion de guerre juste est si importante que les Romains établissaient un lien de cause à effet entre le fait qu'une guerre soit juste et celui qu'elle soit victorieuse. Alors, au temps archaïque, soit vers 700 avant Jésus-Christ, la guerre juste était une guerre, dites-vous, de nature magique. Effectivement, les Romains très tôt ont mis au point des rituels de déclaration de guerre qui comportaient, selon eux, un aspect magique, un aspect magique. C'est-à-dire que si le rituel était effectué convenablement, eh bien, la guerre était victorieuse. Donc, à l'époque, lorsqu'on parlait de guerre juste, c'est pas parce que la cause en était juste, le motif, c'est parce que le rituel avait été effectué avec justesse. C'était pas une question de justice, c'est une question de justesse. On ne savait pas à l'époque très précisément qui y avait de l'autre côté du rituel, qui l'écoutait, qui le prenait en compte. Ce qu'on pensait par contre très fort, c'est que cet être, ou cette force, ou cet esprit était enchaîné par l'exactitude du rituel. Donc il comportait des gestes et qui comportait des formules. Il fallait réciter des carmina. Vous voulez nous expliquer ça? Voilà. Donc, quels étaient ces gestes et par qui étaient-ils Alors, effectués? ces gestes étaient accomplis par un prêtre spécialisé, qu'on appelait le prêtre fétial, et je pourrais revenir sur l'étymologie de ce mot. Eh bien, en fait, les Romains pensaient qu'il existait au-dessus de l'ordre humain un ordre divin qu'ils appelaient le fas. Ça donnait le mot faste. Bon. Donc, cet ordre divin, eh bien, il fallait s'y conformer pour que l'ordre humain puisse être efficace et qu'une action soit suivie d'effet. Donc, le prêtre fétial, c'est la même étymologie que face, tel que l'a montré, par exemple, Georges Dumézil. C'est la même étymologie, c'est-à-dire que le fétial est celui qui pose l'acte international que va poser Rome dans le fas, qui le fonde dans le fas. Alors que ce soit une déclaration de guerre ou la conclusion d'un traité de paix. Donc déjà, alors ils agissaient à trois. Il y avait trois prêtres fétiaux, dont le plus important s'appelait le père Patra, donc celui qui perpètre l'acte. Il avait donc une autorité supérieure. Qui a donné le mot patricien par la suite? Non, c'est rien à voir. C'est une autre racine. Donc il accomplissait un certain nombre de rituels. Donc il y avait des formules à prononcer à plusieurs reprises. Et puis ça se terminait par le lancer d'un javelot trempé dans le sang en direction de l'adversaire. Et donc c'était le signal du déclenchement des hostilités. Mais si ce rituel n'avait pas été exactement suivi, s'il y avait la moindre erreur dans les paroles, alors la guerre n'était pas juste et donc elle ne pouvait pas être victorieuse. Alors pour replacer dans le contexte historique, Rome à l'époque, c'est une petite cité-État. Elle fait la guerre à qui au départ? Alors au départ, à ses voisins proches? Effectivement, Rome au départ est une petite cité du Latium et ses premiers adversaires sont des cités voisines, que ce soit d'autres cités latines ou bien les cités étrusques, puisque l'Étrurie était toute proche. Donc elle faisait la guerre dans un rayon de quelques kilomètres. Et d'ailleurs, les cités, notamment
les cités italiques voisines, que ce soit les Latins, et puis après d'autres peuples plus tard, les Èques, les Volsques, les Samnites, etc., qui avaient la même origine indo-européenne, avaient les mêmes croyances. Donc finalement, c'était une sorte de concours dans la perfection du rite, si je puis dire. Et les Romains coiffaient le tout d'un terme qui était très important pour eux, qui était la fides, c'est-à-dire la foi, mais la foi, non pas en Dieu, la foi dans l'efficacité du rite. C'est-à-dire que la guerre était victorieuse parce qu'on avait une foi absolue dans l'efficacité du rite et dans le fait qu'on l'avait parfaitement réalisé, perpétré. Voilà. Et en fait, les Romains expliquaient de manière assez pragmatique leur victoire face à des peuples qui avaient les mêmes rituels qu'eux, par le fait que, finalement, de tous, nous sommes certainement celui qui a le plus la foi, la fides. Et donc, il y a un certain Boyancé qui a fait un livre qui s'intitulait « Les Romains, peuple de la fides ». Les Romains ont finalement résumé les conclusions qu'ils tiraient de leur sempiternelle victoire par le fait que de tous les peuples, ils étaient celui qui avait le plus la foi. Mais alors, est-ce que ce rituel était une déclaration de guerre? Parce que j'ai l'impression qu'on devait poser un ultimatum d'abord. Il y avait d'abord effectivement une procédure d'ultimatum qu'on appelait la rerum repetitio. Il fallait aller réclamer des choses. Alors là, on se raccroche un petit peu à la notion de cause. Hein. Oui. Et d'ailleurs, cause et chose, c'est la même origine. Donc, en allant réclamer des choses, on lui avait supposément prise, Rome clamait sa juste cause. Mais l'importance de la cause n'arrivera que plus tard. En revanche, effectivement, le rituel comportait une réclamation. Donc il fallait dire, vous m'avez volé du bétail, vous m'avez volé des récoltes, vous m'avez volé des femmes, vous avez agressé des commerçants à moi, etc. Puis alors, petit à petit, à mesure que Rome va s'agrandir, les causes vont se diversifier. On y reviendra. Mais au début, c'est du très terre-à-terre. Donc la première chose, effectivement, consiste dans cette rerum repetitio, il faut aller réclamer ce qu'on nous a pris. On laisse un délai de réflexion au peuple de 33 jours. 33 jours. Chiffre symbolique certainement, quoique Denis d'Halicarnasse dit 30, Tite-Live dit 33. Certainement un chiffre symbolique. Et au terme de ces 33 jours, eh bien, l'équipe, donc les 3 festiaux dirigés par le père Patra, se présente et alors il y a plusieurs étapes. On commence à déclarer la guerre en passant la première personne qu'on rencontre quand on a passé la frontière du Limes, etc. Puis ensuite on se présente devant la cité et puis on finit par lancer le javelot ensanglanté, qui est une forme de malédiction qu'on jette sur l'adversaire, mais qui devait certainement de son côté faire procéder de la même manière. Parce que finalement, ce qui va départager, c'est la foi. Quelle est des deux adversaires, le peuple qui a le plus la foi dans l'efficacité de son rituel, et éventuellement les dieux qui sont invoqués, puisque le rituel comporte une invocation des dieux, mais qui, encore une fois, dans un premier temps, est secondaire, parce que les dieux ne sont pas là considérés comme des personnes, mais plutôt comme des entités qu'il faut actionner mécaniquement. Bien, alors, le côté magique est encore accentué par les soldats romains, que vous décrivez comme des guerriers loups. Alors, tout à fait. Tite-Live, notamment, fait des descriptions extrêmement minutieuses et intrigantes de l'effet produit par le caractère magique de la guerre juste. Lorsque le légionnaire romain sait qu'il est en situation de guerre juste, alors des phénomènes tout à fait intrigants se produisent, des phénomènes qu'on a pu comparer à de la lycanthropie. Là, on est loin de l'image du légionnaire romain super discipliné. Mais ça n'empêche pas, il peut tout à fait être discipliné et se transformer en bête fauve. Donc les yeux lui sortent des orbites et se mettent à briller, la bave se met à lui couler des lèvres, il est totalement hors de lui, comme enivré, doté d'une force à ce moment-là surhumaine. Et donc c'est un état qui est appelé le furor, la fureur, et qui va avoir un parallèle chez l'adversaire, qui lui est frappé de stupor, donc il reste complètement paralysé et il se laisse égorger sans réagir, ou bien de pavor, la peur. Bref, l'adversaire soit s'enfuit, paniqué, soit se laisse trucider, les bras ballants, sans réagir. Donc on est véritablement
en face d'un caractère magique. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Romains, étant de grands conservateurs, vont conserver ces rituels jusqu'à une époque tardive, et même jusqu'à l'époque chrétienne. Et on trouve chez des auteurs chrétiens d'époque romaine des descriptions de batailles totalement similaires, avec des phénomènes complètement surnaturels. Il y a notamment une bataille dite bataille de la rivière froide, où l'empereur Théodose a vaincu un concurrent païen. Donc ça irait à lui était juste, parce que l'autre était païen, donc il n'adorait pas le bon Dieu à ce moment-là. Voilà. Mais les phénomènes sont les mêmes. Les légionnaires romains sont pris d'une telle frénésie que les flèches sont arrachées à leur arc, poussées par le vent, atterrissent sur les adversaires qui s'enfuient. On retrouve, à 1000 ans d'écart, exactement, enfin pas exactement, mais de manière très similaire, les mêmes phénomènes. D'accord. Ou ce qu'on a pu appeler plus tard la Furia Francese, est-ce que ça a un rapport avec... Oui, tout à fait. La Furia Francese a pu totalement rentrer dans les mêmes logiques. Alors un peu plus tard, vous avez expliqué la différence qui est un peu ténue entre la magie et la religion. On passe à des pratiques plus religieuses, moins magiques, moins ritualisées. Voilà, alors on ne va pas dire qu'on y passe du jour au lendemain, mais disons que les Romains certainement se civilisent, notamment au contact des Grecs, et vont donner une personnalité à leur dieu. Chaque dieu va avoir ses fonctions, ses caractéristiques. Alors les Romains ne sont pas des fous de mythologie comme les Grecs, ils n'ont pas inventé tout un tas d'histoires, mais disons que les dieux vont se spécialiser, et notamment l'un d'entre eux, Jupiter, Dius Pater, le père de la lumière du jour, va donc prendre une importance toute particulière en tant que garant du droit. Oui. Il est dans le ciel. Alors les Romains ne parlent pas d'Olympe, mais il est au sommet, et il voit tout, et il juge et il sanctionne. Et notamment, il sanctionne le parjure, il sanctionne celui qui ne respecte pas sa parole, notamment par la foudre, par la fulmination, donc il est le garant du droit. Ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, dans le monde italique, Jupiter était un monde commun au peuple italique. Oui. Donc on se retrouve avec un dieu qui est commun à tous les belligérants possibles, et qui voit tout et qui donne la victoire à celui qui est dans son droit. Et donc, très rapidement, les Romains vont considérer qu'ils ont partie liée avec ce dieu. C'est-à-dire que ce dieu est à la fois juge et partie. Il est donc celui qui voit tout et qui donne la victoire à celui qui est dans son droit, mais il pense quand même que, globalement, Rome est dans son droit. Alors ce dieu, il ne va pas donner la victoire à Rome à tous les coups, il faut le convaincre. Il faut le convaincre parce que désormais on le considère comme une personne, et c'est à lui qu'est présentée la juste cause. Voilà, il faut lui présenter une juste cause. Voilà, il faut lui présenter une juste cause, quitte... parce que c'est quand même, les Romains sont un peuple de juristes, pas un peuple de philosophes. Donc parfois il ne faut pas hésiter à maquiller un peu la cause pour la faire passer. Je vous donne un exemple, donc une bataille entre Rome et les Samnites. Les Romains sont vaincus, et c'est le fameux épisode où ils doivent passer sous les fourches caudines. Oui. Donc une humiliation totale, voilà. Et les Romains ne veulent pas s'avouer vaincus, c'est dans leur nature. On le reverra plus tard face à Hannibal. Donc ils ont dû capituler, s'humilier, et néanmoins ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Et à ce moment-là, leur consul a l'idée de frapper, d'envoyer un coup de genou à un diplomate romain qui est sur place, et il s'écrit, en prenant Jupiter à témoin, « Je suis un Samnite et je viens d'agresser un ambassadeur romain. » Or, le droit international entre peuples, le droit communément admis, voulait que la personne de l'ambassadeur soit inviolée. C'était donc un crime contre le droit international, et donc un crime contre les dieux que d'agresser un ambassadeur. Et ce consul romain, tout bonnement, prend Jupiter pour un idiot. Enfin, je ne sais pas si Jupiter est dupe, mais donc il fait semblant d'agresser un ambassadeur romain en se faisant passer pour un Samnite, ce qui fait que, mécaniquement, la cause de Rome redevient juste, Rome reprend les armes, et tout le processus... donc il y a de la mauvaise foi.
Mais voilà, donc il s'agit là de s'adresser à une personne, Jupiter, qui est le dieu qui juge et qui sanctionne. Alors, donc Jupiter, on lui présente ses justes causes. Elles sont de 3 ordres. Est-ce que vous pouvez nous décrire les causes justes? Il n'y en a pas que 3, mais disons, on peut les classifier. Elles s'élargissent de plus en plus. Donc c'est clair qu'au départ, il y a le fait que Rome s'est fait voler des choses et qu'il s'agit de les récupérer. Oui. Et puis, à mesure que Rome va prendre de l'importance, elle va rentrer dans des jeux d'alliance. Et donc, la juste cause va être de prendre la défense d'un allié agressé. Donc, si effectivement un allié et pas Rome, un allié de Rome est agressé par un autre peuple, alors c'est Rome qui peut aller au nom de l'allié présenter des revendications comme si c'est elle qui avait été agressée. Il y a un côté transitif finalement dans l'alliance. Et puis alors à mesure que Rome avance et prend conscience de sa force, notamment après la Deuxième Guerre punique, lorsqu'elle commence à s'étendre dans le monde méditerranéen, en conquérant les uns après les autres, notamment les anciens royaumes hellénistiques, le royaume de Syrie, le royaume de Macédoine, puis plus tard le royaume d'Égypte, etc. Donc Rome va se présenter comme l'agent de la liberté. Oui. Elle a rendu la liberté aux Grecs, qui étaient soumis aux Macédoniens. Elle se présente comme un agent de la liberté. Et donc elle va se mettre à considérer comme une juste cause tout combat en faveur de la liberté. Même face à quelqu'un qui... Liberté à la sauce romaine. Liberté à la sauce romaine. Même face à quelqu'un qui ne lui a rien fait. Il y a un épisode célèbre d'un tyran spartiate qui s'appelait Nabis, qui était un allié des Romains, mais Rome considérait qu'il était opportun dans la situation actuelle que de le vaincre. Et donc les Romains déclarent la guerre à Nabis. Nabis dit « Mais attendez, stop, je suis votre allié, pourquoi est-ce que vous en prenez à moi ?» Et le consul lui répond avec hauteur qu'il n'est pas dans les habitudes de Rome d'être allié d'un tyran et que donc son simple statut de tyran en fait pour Rome un ennemi légitime. Et puis pour Rome également, la liberté, la vraie liberté, implique une hiérarchie sociale. C'est-à-dire que Rome considère que tous ceux qui veulent la justice sociale et l'égalité portent atteinte à la liberté. Chez elle, c'était très fort. À chaque fois que quelqu'un prétendait établir plus de justice sociale, par exemple améliorer le sort des débiteurs, la situation des endettés était récurrente, chronique à Rome, à chaque fois que quelqu'un, souvent issu du patriciat, proposait de mettre sa fortune au service des pauvres, eh bien les Romains le considéraient comme un apprenti dictateur qui voulait restaurer la monarchie à son profit, en faisant de la démagogie. Et donc on le tuait. C'est ce qui va arriver aux frères Gracques. Les frères Gracques. Ils voyaient ça comme une forme... Si on raccroche, ce que disaient nos téléspectateurs au début, si on raccroche ça à l'actualité, ils voyaient ça comme une forme de populisme? De populisme ou de socialisme. Si on veut raccrocher ça à l'actualité, on a un peuple qui s'en prend à ceux qu'il appelle des dictateurs, qui ne respectent pas les droits de leur peuple, etc. Mais ils s'en prennent également à des peuples ou des régimes qui veulent mettre en place des systèmes marxisants, ou en tout cas tels qu'ils... Voilà, donc on peut effectivement faire un parallèle avec les États-Unis, qui aujourd'hui considèrent qu'il est dans leur mission, dans leur destinée manifeste, de s'en prendre aux petits dictateurs, généralement pas aux trop gros, bon, mais enfin aux petits, ou bien aux peuples qui font trop de réformes, comme ils l'ont fait au Brésil dans les années 60, en complotant contre le président Goulard, qui avait un projet de réforme agraire, etc. Bon, voilà, donc c'est totalement... c'était une cause de guerre juste pour les Romains. Et alors, quels dieux sont invoqués? C'est toujours Jupiter? Il y a eu il y en a toute une palanquée. Alors bien sûr, en premier, il y a Jupiter, oui. Bon, qui est le plus important. On en dira plus il y a de garant de la cause juste, mieux c'est, j'imagine. Voilà. Et puis bon, en plus, il a partie liée avec le patriciat. Donc on en redira un mot, parce qu'il y a des aspects sociaux qui rentrent là-dedans. On invoque également Quirinus, qui est le dieu de la paix armée. On invoque Janus. Janus, en fait, c'est un dieu dont on ouvrait les portes du temple. C'est un dieu qui a un regard... il a deux visages, comme vous le savez. Un qui regarde devant, un qui regarde derrière. Donc si on place ça sur le plan des relations internationales et de la guerre, il a des yeux qui regardent du côté de Rome et des yeux qui regardent de l'autre côté, du côté de l'adversaire.
On ouvrait symboliquement les portes de son temple lorsqu'on partait en guerre. Et pendant toute la République romaine, nous dit Tite-Live, les portes de Janus n'ont été fermées que 2 ans. Donc pendant toute la République romaine, fait la guerre. De 509 avant Jésus-Christ à 27 avant Jésus-Christ, moins 2 ans. Voilà. D'accord. Donc, ça fait quand même comme les États-Unis, un peu d'ailleurs. Un certain nombre de guerres. Le mois de mars était le mois où on partait en guerre, traditionnellement. Donc on partait en guerre en mars et on revenait pour les récoltes. C'est devenu plus difficile quand on s'est mis à combattre en Espagne ou en Syrie. Donc Jupiter, Quirinus, Janus. Alors ça sont des dieux d'en haut, des dieux du ciel. Mais on se met aussi à invoquer les dieux des enfers, les dieux d'en bas. Oui. Et ça, on pourra y revenir, c'est plus une concession qui est faite aux plébéiens. Voilà, donc c'est là où je voulais arriver. Donc quel est le rôle de la plèbe qui, elle, évoque ces dieux d'en bas? Donc elle n'a pas les mêmes dieux que l'aristocratie? Alors, chacun a un peu ses dieux, mais c'est vrai que les dieux de la plèbe, c'est Cérès, la déesse des récoltes, c'est Fortuna, une déesse chtonienne, une déesse de la terre, alors que les patriciens ont plutôt des dieux du ciel. Alors, initialement, le processus, parce que là, on a parlé effectivement de rituel et de cause, mais il faut y ajouter un aspect politique, un aspect institutionnel. Oui, parce que qui décide? C'est toujours le Sénat. Quel est le rôle de la plèbe? Parce que c'est elle qui fournit, les troupes, j'imagine. Absolument. Donc il y a une évolution là aussi. Donc initialement, dans les temps archaïques, celui qui décide, c'est le roi. Le rex. Alors le rex, roi, c'est un mot qui veut dire prêtre, étymologiquement. Donc le roi est un roi prêtre. Il a la relation avec les dieux. Et donc il est également, on surnomme également rex augure. Donc il faudra que je dise un mot sur l'augure, justement, et l'auctoritas. C'est un développement qui est très important pour comprendre le sujet. Donc, initialement, le roi, c'est lui qui décide la guerre. Accessoirement, c'est lui qui la déclare. On pense que le premier père patras, ça devait être le roi lui-même, qui récitait les formules, qui faisait les gestes qu'il fallait et qui lançait le javelot. Bon. Avec la République, les choses se sont un peu compliquées, à savoir que, il y a donc plus de roi. La partie politique du pouvoir royal, on va dire exécutive, passe à 2 consuls. En revanche, la partie législative passe au Sénat. Donc le Sénat qui est une assemblée de patriciens. Et le Sénat est supposé détenir une force qui est l'auctoritas, l'autorité. Et là, je fais un distinguo qui est très important parce qu'il a son importance jusqu'à notre époque, la distinction entre le pouvoir et l'autorité, qui vient des Romains. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir en fonction d'une légitimité politique. Ouais. Je suis roi, j'ai succédé à mon père, ou j'ai pris le pouvoir dans des formes, j'ai été élu, ou que sais-je. J'ai la potestas, dont la forme éminente est l'imperium. Mais pour les Romains, ça ne suffisait pas. On ne pouvait exercer efficacement la potestas qu'à partir du moment où on avait l'autorité. L'auctoritas, qui, elle, est une force surnaturelle, contient d'une légitimité religieuse. Donc, pour bien gouverner, un peu comme les cavaliers qui savent qu'il faut 2 aides, eh bien, il faut une aide qui est la potestas et une autre qui est l'auctoritas, qui ont 2 sources distinctes. Et donc, on considérait que l'action de décider une guerre pour qu'elle soit ancrée dans le faste, c'est-à-dire qu'elle ait l'aval des dieux, eh bien, il fallait que la décision soit prise par le Sénat, voilà, qui au départ était seul. Et donc on commence à arriver à une petite séparation entre le religieux et le politique. Alors, que le Sénat, on arrive à une petite séparation, mais sauf que le Sénat a un rôle politico-religieux. Il donne une investiture politique, mais surtout religieuse, oui, aux actes. Et donc, notamment, lorsque une guerre, une déclaration de guerre est votée, il doit d'abord donner un avis, et puis ensuite, il prend la décision. Seulement, tardivement, apparaît le rôle de la plèbe. La plèbe, donc, les gens qui ne sont pas des patriciens, qui entendent avoir leur mot à dire, parce que la chair à canon, enfin, la chair à flèche... Flèche à javelot. C'est eux, la flèche à javelot, c'est eux. Donc, les plébéiens se mettent en grève. Ils se mettent en grève, c'est ce qu'on appelle les sécessions de la plèbe. La plèbe, lorsque les patriciens ont décidé la guerre,
se retire sur le mont Aventin et dit « Nous ne partirons en guerre que lorsqu'on nous aura donné l'égalité des droits ». Donc la plèbe va acquérir, par un certain nombre de lois, l'égalité des droits. Tout au long du 5e siècle, elle va acquérir l'égalité des droits, et notamment, elle va acquérir le droit de voter les lois. Les lois et de voter les déclarations de guerre. Donc on se retrouve désormais avec un rituel, enfin, c'est plus seulement un rituel, une procédure cette fois-ci, qui est beaucoup plus compliquée. Donc le Sénat donne son avis sur la guerre. Ensuite, elle est validée, la décision est prise par les comices, l'Assemblée du peuple, et ensuite seulement le Sénat vient entériner la décision et lui donner sa force religieuse. Mais notez bien que la décision de la plèbe n'a pas de valeur religieuse. Et donc, étrangement, elle est essentielle politiquement pour que la plèbe accepte de prendre les armes, mais on va se retrouver à la fin de la République avec des consuls qui sont partis en guerre sans demander l'autorisation de la plèbe, ce qu'on avait appelé une guerre privée. Et pour autant, cette guerre va être victorieuse. Donc on en déduit aisément que la sanction religieuse ne s'applique pas si la procédure est défaillante par rapport au rôle de la plèbe. Donc finalement, la plèbe a un rôle qui est un rôle politique, qui va justifier son rôle militaire, mais n'a pas de rôle religieux. Alors, donc, je veux dire, faire une petite digression donc, sur l'élément très important dont je vous parlais en début de mon long, et vous m'en excusez, c'est un peu long, non, mais vous êtes là pour pas. De mon long monologue, cette notion d'autorité. Il y a une racine indo-européenne que Dumézil a rendue à peu près comme augur, qui signifie le plein de force divine qui permet de faire grandir. Et cet augur, on le retrouve dans tout un tas de mots qui sont encore d'actualité. On le retrouve dans le mot autorité. Lorsqu'on a de l'autorité, effectivement, on s'impose et éventuellement on peut faire grandir le jeune qu'on a en face de soi. Ou lorsqu'on a une autorité, on peut voter des lois et donc créer. On le retrouve dans le mot auteur. On le retrouve dans le mot augmenter. On le retrouve dans le mot autoriser. Autoriser, c'est ce qui permet de créer. Et on le retrouve dans le mot augure, l'augure étant l'action par laquelle un prêtre qui s'appelle l'augure vérifie que la force divine est bel et bien présente dans une personne ou dans un acte. Donc avant chaque bataille, l'augure vérifiait, par une technique d'auguration, que les dieux étaient favorables. Et celui qui est rempli d'augure est appelé Auguste, Augustus. C'est pour ça que ça devient le titre impérial. Auguste, ça veut tout simplement dire celui qui est rempli de force divine. Voilà. Il va falloir attendre ensuite Cicéron, la révolution Cicéron, pour que finalement la guerre ne devienne plus histoire religieuse, histoire magique, mais vraiment une histoire juridique avec une justification juridique. Alors, on va dire plutôt philosophique. Philosophique. Puisque finalement, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on est dans le religieux et le juridique. D'ailleurs, les Romains Mais on est dans la coutume. Oui, on est dans la coutume. Oui, les Romains sont des pragmatiques, effectivement, mais ils ne dissociaient pas le religieux du juridique. D'ailleurs, la guerre était considérée comme une forme d'ordalie. L'ordalie, ça dure jusqu'au Moyen-Âge. C'est le jugement de Dieu. Bon. Cicéron, lui, va apporter... Définition rationnelle. Alors, il va s'efforcer, parce que Cicéron, les Romains ne sont pas des philosophes, et Cicéron, ça part un peu dans tous les sens. En gros, lorsque Rome a conquis la Grèce, ou plus exactement lorsque Rome a libéré la Grèce de l'occupation macédonienne, eh bien, Rome s'est hellénisée. Vous connaissez cette formule célèbre que c'est le vaincu qui a conquis son vainqueur. Donc les élites romaines ont commencé d'aller se former à Athènes. Cicéron envoyait son fils faire une partie de ses études à Athènes. Voilà. Bon, on se piquait d'hellénisme, un peu comme aujourd'hui. Il y a tout un tas de gens qui affectent de parler franglais. C'était très à la mode chez les nobles romains
mettre des mots grecs dans sa conversation. Et donc la philosophie grecque a commencé à pénétrer Rome. Alors, avec des difficultés, parce que la première fois que la philosophie grecque a officiellement mis les pieds à Rome, c'est une sorte de visite promotionnelle des grandes écoles philosophiques athéniennes qui ont envoyé une délégation à Rome. Je n'ai plus la date exacte, c'est dans les années 120 avant Jésus-Christ. Donc il y avait un platonicien, il y avait un stoïcien, un aristotélicien, etc. Bon. Ils ont été reçus au Sénat, et le chef de la délégation, donc, qui était un carnéade, un membre de la nouvelle académie, héritière de Platon, pour montrer un peu ce que c'était qu'un philosophe grec, et qu'à eux, on ne leur faisait pas, il a commencé d'expliquer aux Romains, il a pris cet exemple-là, que la guerre juste, ça n'existe pas. La guerre juste, c'est le vainqueur qui, après sa victoire, met un petit coup de peinture sur sa guerre pour dire elle était juste. Mais si on prend le point de vue du vaincu, il n'est pas forcément d'accord. Bon, ça s'est très très mal passé. La délégation a été renvoyée manu militari à Athènes avec interdiction pour les philosophes grecs de remettre les pieds à Rome. Bon, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré. Toujours est-il que Cicéron, dans un certain nombre de ses traités, De Republica, De Legibus, De Officiis, émet des opinions sur ce qu'est la guerre juste pour les Romains. En s'inspirant de plusieurs écoles philosophiques. Voilà, et il y a eu une sorte d'archéologie des écoles auxquelles il a pu se rattacher. Oui. Et il semble que c'est principalement l'école stoïcienne, à travers l'enseignement d'un philosophe qui s'appelait Panétus de Rhodes. Donc Cicéron s'est principalement, semble-t-il, inspiré de lui, peut-être un petit peu d'Aristote. En tout cas, c'est ce que entend démontrer le grand historien qui est Jean-Louis Ferrari, peut-être un peu aussi des sophistes. Bon, en gros, si je devais résumer l'idée de Cicéron, c'est que... Alors, attention, j'ai bien dit tout à l'heure que les Romains sont conservateurs, donc Cicéron ne renie rien du caractère rituel, du fait que les Romains ont conquis leur empire parce qu'ils avaient défendu leurs alliés. Donc c'est toujours en défendant nos alliés qu'on a... Voilà, donc il reprend toutes les théories anciennes. Mais il y ajoute quand même que les Romains ont pour mission de mener des guerres, deux types de guerres. D'abord des guerres qu'il appelle les guerres pour la gloire, qui consistent à combattre des peuples civilisés pour les faire rentrer dans l'Empire romain. Donc l'idée, et qui est une idée stoïcienne, c'est que l'humanité est une et qu'elle a vocation à faire son unité. Et que finalement, un Dieu unique aurait créé une humanité et aurait pour projet d'en faire l'unité. Et donc les Romains seraient l'instrument de ce plan divin. Une sorte de peuple élu ? Oui, une sorte de peuple élu, mais il y a cette idée de nature. Finalement, les guerres que le peuple romain mène pour accomplir le plan de Dieu, qui est un plan de ce Dieu qui a créé la terre et qui a créé l'humanité, sont des guerres qui rentrent dans la nature des choses. Et donc, il faut les mener de manière modérée. Donc, celles-là, il faut les déclarer selon un rituel, en suivant le rituel bien précis. Il faut respecter les vaincus et il faut leur proposer de rentrer dans la citoyenneté romaine. Voilà. Donc, ça, c'est les guerres pour la gloire. Et puis, il y a les autres. Ceux que Cicéron considère comme trop étrangers ou trop étranges pour avoir vocation à faire partie de la civilisation romaine. Alors il pense bien sûr aux Germains. Alors pour lui, ce qui caractérise ces peuples, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, ils sont très loin de Rome, géographiquement. Deuxièmement, ils ne vivent pas dans des cités, donc ils ne sont pas civilisés. Et troisièmement, ça c'est très important pour les Romains, ils n'ont pas la fides. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les Romains étaient le peuple de la fides, c'est-à-dire le peuple de la foi, mais également le peuple de la bonne foi. Donc, ils considéraient qu'ils étaient un peuple qui tenait toujours ses engagements.
Je voudrais m'arrêter, Oui. revenir à ça, justement, sur cette notion d'humanité là, qui est fondamentale, parce que de la notion d'humanité va découler 3 autres notions. La notion de surhumanité, de sous-humanité, voire d'inhumanité. Absolument. Donc à partir du moment où un peuple est trop éloigné de Rome, ne vit pas dans des cités, ne respecte pas sa fidès, et ça c'est les Romains qui vont essayer de démontrer que ces peuples ne respectent pas leur fidès. Alors ils pensent aux Puniques un certain temps, mais également surtout aux Germains, un peu aux Gaulois. Eh bien ces peuples n'ont pas vocation à faire partie de cette humanité que les Romains ont vocation à constituer. Et donc à partir du moment où on combat pour l'humanité, nos adversaires deviennent inhumains, et d'une certaine manière des sous-hommes. Et par rapport à eux, aucune règle d'humanité n'a à être respectée. Alors il y a... c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, finalement, c'est la diabolisation de l'adversaire. Oui, ou son invisibilisation, voilà. Parce que j'essaie de raccrocher avec l'actualité complètement. Au XXe Et siècle. ça, c'est quelque chose que je développe un peu dans mon livre. C'est les guerres de Jules César, la guerre des Gaules. Jules César considère que les Gaulois sont des sous-hommes. Et quand on lit effectivement la guerre des Gaules, on voit que à aucun moment il ne respecte les règles habituelles, traditionnelles et qui avaient cours à son époque de la guerre juste. Il agresse, il massacre, il extermine. Et effectivement, les Romains considèrent que face à ceux qu'ils ne considèrent pas comme des humains, et Dieu sait que ça en fait, eh bien tous les moyens sont bons. Pas besoin de leur déclarer la guerre et on doit leur faire une guerre à mort. C'est ce que les Romains appellent la guerre pour la survie. C'est ce que Cicéron appelle la guerre pour la survie. La guerre pour la gloire, une guerre en dentelle, si j'ose dire, où on se respecte, et la guerre pour la survie. En fait, la guerre pour la survie, je ne crois pas que les Romains pouvaient décemment prétendre que les Germains menaçaient. Quoique, à certains moments, ils ont été gravement menacés par Hannibal, par les Gaulois, etc. Donc peut-être qu'ils pouvaient encore, quelques siècles après, se sentir en situation de légitime défense. Mais effectivement, il y a des adversaires qu'on n'a pas à respecter. Mais alors, pour raccrocher à ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer dans les guerres je pense aux guerres en Irak, je pense à la Libye, je pense même aujourd'hui en Ukraine, c'est toujours cette méthode de diaboliser l'adversaire, de nier son humanité, voilà. Qui fait que finalement on ne peut pas discuter. Et la guerre doit se terminer forcément par une capitulation sans condition ou extermination. On peut retrouver chez les Américains beaucoup de traits qu'on a pu distinguer chez les Romains. D'abord, cette espèce d'idée de mission, de peuple prédestiné par les dieux, enfin par Dieu, la destinée manifeste, la lumière sur la colline dont parlait Winthrop, qui était le premier gouverneur puritain de la colonie du Massachusetts. Voilà, on est la cité sur la colline et on a mission de Dieu d'éclairer le monde. Voilà, donc à ce moment-là, d'aller faire le bien des peuples. Et d'aller faire le bien. Missionary. Les Américains alternent de monastery, on se retranche chez nous pour se protéger des impurs, et puis missionary, on va purifier l'humanité. Alors ça implique d'aller dégager des dictateurs, comme les Romains ont dégagé leur allié Nabis. Et notons que lorsque Saddam Hussein a été dégagé par les Américains, il était quand même leur allié pendant toute la guerre contre l'Iran. Donc pendant 10 ans, Saddam Hussein et les Irakiens étaient en première ligne contre un peuple 3 fois plus nombreux qu'eux, et ils ont tenu et ils ont fini par gagner. Et juste après, qui êtes-vous ? Saddam Hussein est un dictateur, et boum, et on lui fait la guerre jusqu'à sa disparition. Il y a tout ce qui est la théorie américaine de l'axe du mal, donc la Syrie, la Corée du Nord. Qui donne un droit d'ingérence. Alors chez lesquels, bien évidemment, on a un droit d'ingérence pour le bien de l'humanité et parce que ces gens sont supposés constituer une menace pour l'humanité. Comme si effectivement la Syrie, comme si la Corée du Nord était une menace pour l'humanité. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que les États-Unis, qui passent leur temps à invoquer la menace nucléaire que représentent les uns ou les autres, ont quand même été les seuls dans l'histoire de l'humanité à utiliser cette arme. Mais eux, c'était pour le bien de l'humanité. C'était pour débarrasser le monde d'un régime dictatorial et l'unifier, en tout cas culturellement, sous leur égide.
Alors, après la révolution de Cicéron, on va passer à la troisième partie, qui est la révolution de Saint-Augustin. L'Empire romain devient chrétien. Et alors, comment les chrétiens ont-ils assimilé la notion de guerre juste du droit romain ? Est-ce qu'ils l'ont tordu? Ils ont apporté des modifications? Ils s'en sont accommodés? Au début, pendant quelques décennies, les choses ont été très simples pour les chrétiens. Donc, alors on va dire, pendant les 2 premiers siècles de l'Empire romain, Pax Romana, en gros jusqu'en 235, Rome ne connaît pas véritablement d'invasion. Voilà, donc on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de d'écrits qui ont été produits sur ces notions. Et puis, à partir de 312, l'Empire romain se christianise, et on a là quelques décennies, un peu moins d'un siècle, au cours duquel vont se développer des théories qui sont cette idée que c'est le Dieu des chrétiens qui a voulu l'Empire romain. Et que finalement, derrière Jupiter et les autres dieux qui apportaient la victoire à Rome, eh bien, et dont les auteurs chrétiens ne nient pas l'existence. Simplement, ce sont des esprits inférieurs et mauvais, mais que Dieu a instrumentalisé dans son plan de conquête romaine pour qu'il y ait donc cet empire unifié qui permet une diffusion rapide du christianisme dans le cadre d'un empire pacifié où on pouvait circuler. Voilà. Donc ils étaient persuadés que c'est le Dieu des chrétiens qui avait voulu les victoires de l'empire. Et ils ont également été persuadés que désormais Rome allait toujours gagner, parce que Rome devenue chrétienne, l'Empire s'assimilait à l'Église, et que donc, Dieu aidant, l'Empire serait toujours vainqueur. C'est ce que Eusèbe de Césarée a surnommé la théologie de la victoire. Eusèbe de Césarée, c'était un théologien qui était le conseiller spirituel de Constantin. Théologie de la victoire. Tout ça a duré jusqu'aux invasions barbares. Et malheureusement pour les Romains, la christianisation de l'Empire a coïncidé avec les invasions barbares. Et il a fallu notamment qu'en 410, Saint Augustin vivait à Carthage, mais enfin la prise de Rome par les Wisigoths a fait grand bruit. Augustin et les chrétiens ont été pris à partie par des gens restés païens. Alors, bien sûr, en 380, Théodose avait rendu le christianisme obligatoire, mais enfin, bon, je pense que c'était peut-être assez superficiel et beaucoup de gens restaient païens, et des intellectuels païens ont interpellé les chrétiens en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu ? Depuis qu'on est chrétien, on est vaincu. » Et c'est là que saint Augustin va reprendre les théories antiques romaines de la guerre juste, mais les regarder à travers le prisme. Il faut s'adapter au commandement, tu ne tueras point. Qu'est-ce qu'on Alors ça fait longtemps que c'était, oui, dans les tout premiers siècles, certains penseurs chrétiens ont réfléchi sur le fait qu'il était incompatible de porter des armes. Alors on a comme ça l'exemple d'un centurion, je crois que c'est Marcellus, qui au cours d'un défilé militaire a jeté ses armes au pied du gouverneur. Bon, on a Tertullien, dont la position était pas simple, mais enfin, très rapidement, lorsque l'Empire est devenu chrétien, les chrétiens ont considéré qu'il était normal de faire la guerre. Il était d'autant plus normal que faire la guerre pour l'Empire, c'était faire la guerre pour l'Église. Donc il n'y avait pas d'incompatibilité. Mais simplement maintenant, il faut expliquer ce mystère de la défaite. Et saint Augustin va reprendre, sous réserve d'inventaire, les anciennes théories. Donc il va dire oui, il faut une juste cause. Et donc il faut que la guerre soit défensive. Donc là, voilà, on va trouver, il y a les causes données par Cicéron, on va en retrouver d'autres, on va s'accommoder. Il y a 3 autres causes qui arrivent. Voilà, en fait, bon, les causes que va rajouter saint Augustin sont des causes d'inspiration chrétienne. Il y a notamment la correction fraternelle. Lorsque un peuple vire, par exemple, à l'hérésie, eh bien c'est le devoir de celui resté fidèle à l'orthodoxie que de lui faire la guerre, puisque c'est une correction fraternelle. De même, rabattre le caquet d'un orgueilleux. C'est dans son intérêt. Lorsqu'il y a un dictateur qui se pavane, c'est finalement un service qu'on lui rend.
que de l'attaquer. Donc là, c'est de la guerre préventive ? C'est une forme de guerre préventive, mais également on se préoccupe du salut. Donc on est encore dans le cadre de la correction fraternelle ? Non, c'est un autre. C'est voisin, voilà, mais on s'en prend à l'orgueil d'un peuple. D'une certaine manière, Saint-Augustin fait un glissement, quand même, s'il est subtil, il me paraît néanmoins réel, entre la guerre purement juste et la guerre sainte. C'est-à-dire que pour Saint-Augustin, de toute façon, à partir du moment où un peuple n'est pas chrétien ou bien n'est pas orthodoxe, c'est-à-dire qu'il est hérétique, il y a un devoir de lui faire la guerre. Et il y a autre chose que Saint-Augustin fait et qui va totalement renverser. Il y a deux choses que Saint-Augustin affirme et qui vont totalement renverser la perspective. Il renverse la distinction entre civilisé et barbare. C'est-à-dire que pour lui, le civilisé n'est pas forcément le romain, et le barbare n'est pas forcément le germain, etc. Et il prend l'exemple des Visigoths, qui certes ont pris Rome, mais les Visigoths sont chrétiens. Ariens certes, mais chrétiens. Et donc les Visigoths ont respecté les églises. Et donc Saint-Augustin affirme pose la question, qui sont les vrais barbares ? Est-ce que ce sont les Romains restés païens, ou est-ce que ce sont des Germains, mais qui eux sont devenus chrétiens ? Et on conclut donc que le chrétien est de toute façon moins barbare que le païen, fût-il romain. Et puis la grosse distinction, la grosse révolution que va opérer Saint-Augustin, c'est que la guerre juste n'est pas forcément victorieuse. Dieu peut tout à fait, et il prend l'exemple de Job sur son tas de fumier, peut tout à fait éprouver le juste. C'est pas parce que vous êtes à 100% dans votre droit que Dieu va vous donner la victoire, parce qu'il peut avoir envie de vous éprouver, voire de vous conduire au martyre, pour votre salut éternel. Donc Saint-Augustin va rompre cette notion romaine, qui avait quand même tenu pendant des siècles, qu'une guerre juste est automatiquement victorieuse. Aujourd'hui, on peut être totalement dans son droit et être battu à plat de couture, exterminé. Voire même la défaite peut faire partie du plan de Dieu. Du plan de Dieu pour mon salut et le salut de mon peuple. Donc, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que la guerre était juste ? Elle peut tout à fait être juste et qu'on soit vaincu. Voilà. Et c'est ça, effectivement, le Dieu chrétien est libre. Là où les rituels romains enchaînaient les dieux, le Dieu des chrétiens reste totalement libre, y compris de donner la défaite aux justes. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Jean-François Chemin, merci infiniment. Merci, Je Guillaume. rappelle donc le titre de votre ouvrage, La guerre juste, paru, c'est une réédition. Réédition chez un autre éditeur. Aux éditions des Cimes. Voilà. Merci et à bientôt. Merci Guillaume. J'aime bien les épisodes qui ne traitent pas forcément de grands faits historiques, mais qui entretiennent par des petites curiosités notre amour de l'histoire. Eh bien aujourd'hui on se retrouve tout à fait dans ce genre de cas avec cette histoire absolument rocambolesque, unique dans l'histoire militaire. Enfin vous avez vu le titre de l'épisode, comment gagner une bataille navale à cheval. Non, j'ai pas pris de substances bizarres. Bon, ça m'arrive de boire un petit Armagnac en écrivant mes épisodes, mais là c'est bien ce qu'ont réalisé les hommes du 8e régiment de hussards en 1795 lors de la capture de la flotte hollandaise. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ce qu'on appelle la capture de la flotte hollandaise au Helder intervient au cours des guerres de la Révolution et plus précisément pendant la conquête de la Hollande, enfin des Provinces-Unies, par les armées françaises. Rapidement, après l'exécution de Louis XIV en janvier 1793, l'Espagne et le Portugal rejoignent la première coalition et la France est sérieusement menacée d'invasion sur tous les fronts. Début février, la France déclare la guerre à l'Angleterre, ce qui est sans doute le seul point positif de la Révolution à mes yeux, et aux Provinces-Unies. D'abord, les armées révolutionnaires essuient revers sur revers, sans parler des révoltes intérieures comme la guerre de Vendée, puis levée en masse après levée en masse, elle rétablit la situation. En 1794, au sud, les Espagnols sont chassés
Et au nord, le 26 juin, à la bataille de Fleurus, c'est la victoire des armées révolutionnaires qui nous offrent la Belgique et la Rhénanie, notre chère rive gauche du Rhin. En parlant de ça, voilà bien le point positif de la Révolution. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Eh gna gna gna, tu te rends compte, ça a ensanglanté l'Europe jusqu'en 1815, et les guerres napoléoniennes et blablabla, oui c'est bien, vous récitez votre bouillie roast beef à la perfection. » Il faut toujours que je parle de ce sujet-là, moi. Puis vient le tour des Pays-Bas avec une attaque surprise lancée en plein hiver, et c'est ce qui nous amène à notre sujet. Le 18 octobre 1794, le général Pichegru, le traître Pichegru devrais-je dire, mais ça c'est une autre histoire, passe la Meuse et entre en Hollande où les armées françaises sont accueillies en libératrices par les patriotes hollandais qui sont hostiles au stadhouder Guillaume V d'Orange-Nassau qui a fui en Angleterre. À ce moment-là, il est assez facile aux troupes révolutionnaires de progresser étant donné qu'à cette période, on est en plein hiver, la Hollande est complètement gelée alors que d'habitude, elle est impraticable. Louis XIV en a fait les frais pour ceux qui ont suivi mon cours. On peut donc facilement faire progresser l'artillerie et la cavalerie. En janvier 1795, Pichegru prend ses quartiers d'hiver à Amsterdam. Les Provinces-Unies sont rayées de la carte et on crée une république batave du nom d'une ancienne tribu germanique pour en faire une république sœur de la France. Le 20 janvier, Pichegru apprend que la flotte hollandaise qui allait partir pour rejoindre la Grande-Bretagne est prise dans les glaces au large de la mer de Frise. L'hiver étant particulièrement rude, je l'ai dit, les rivières, les lacs, même la mer intérieure de Hollande et les côtes sont totalement gelées. C'est clairement une occasion à ne pas manquer et donc Pichegru envoie le général Winter qui est un batave rallié à la France, qui est un marin aussi et qui porte bien son nom puisque Winter, en anglais comme en hollandais, en néerlandais, ça signifie hiver. Bref, il envoie le général Winter à la tête de son avant-garde vers l'endroit où se situe la flotte, à 80 km au nord d'Amsterdam. Dans un premier temps, la troupe qui a été envoyée là-bas prend la ville de Haarlem, puis on envoie un détachement de hussards sous les ordres du commandant Lahure, direction le port du Helder. Le 8e régiment de hussards, qui est accompagné du 15e régiment d'infanterie légère, y arrive dans la nuit du 22 au 23 janvier 1795, et là, que voit-il? 14 magnifiques navires de ligne hollandais pris dans les glaces. C'est pas beau ça. Alors à l'aube, les hussards placent des linges autour des sabots de leurs chevaux pour leur éviter de glisser et aussi pour éviter de réveiller les marins, et là, ils lancent la charge. Ah, ça a l'air de rien comme ça, puisque peut-être mon sens incroyable de la narration vous a habitué à tout ça, ça je peux comprendre. Mais là, on est quand même en train de parler d'une charge de cavalerie sur une flotte navale. Oh, d'ailleurs, dans ses mémoires, le commandant Lahure, qui commande les hussards, rapporte les faits, alors je vous le cite. Le spectacle était surprenant de voir ces chevaux efflanqués, aux poils bourrus, montés par des hussards, ayant en croupe ces fantassins en habits courts, trottinant prudemment sur cette mer solide autour des murailles de bois garnies de canons muets. C'est joliment dit, pas autant que moi, on est d'accord, mais c'est quand même pas mal. Et bref, tout ça pour dire que c'est un cas unique dans l'histoire militaire. Franchement, les Français, la mer, ça a jamais été leur fort, on est d'accord. Bon, c'était pas trop mal, mais c'était pas leur fort, ça a toujours posé problème, quoi, la mer. Alors que là, dès qu'on nous donne des chevaux, c'est pas la même histoire. Il aura donc fallu attendre que la glace prolonge le continent, l'espace d'un instant, pour qu'on puisse faire des merveilles sur les mers. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. C'est dommage que la Manche ne gèle pas, parce que sinon, l'histoire aurait été bien différente. Enfin, je m'égare. Revenons-en à nos hussards qui donnent la charge à des navires immobilisés dans les glaces et incapables d'opposer toute résistance étant donné qu'ils ont gelé inclinés et donc que leurs canons pointent vers les mouettes. Les marins vont se rendre rapidement et la flotte est capturée. 14 beaux navires et 850 canons. Il y avait même un navire anglais qui a tenté de s'enfuir en se frayant un chenal dans la glace, mais sans succès. Dommage. Grâce à cette prise et à la conquête des Provinces-Unies, la domination française sur la Hollande est totale. Quelques mois plus tard, la Prusse et l'Espagne signent la paix, nous cèdent la rive gauche du Rhin, moindre des choses, et la France sera libre de toute menace d'invasion pendant des années. Bon, je suis pas en train de vous dire que c'est la prise de la flotte hollandaise qui a tout changé. Ça a eu peu d'impact, on va pas se mentir, mais c'était quand même
particulièrement stylé. Et quand les choses sont faites avec style, c'est toujours mieux. Je terminerai cette émission par une citation qui vient rendre cet épisode plein de panache, encore plus français. C'est un témoignage d'une cantinière, vous savez, ces femmes qui accompagnaient les armées, la mère Catherine, qui nous dit « Le froid était tel que 2 des hussards tombèrent de cheval. Et la hure me dit à mi-voix « Jamais ils n'iront jusqu'au bout. » Mon commandant, lui dis-je, j'ai un petit tonneau d'eau de vie, du chiedam comme ils l'appellent dans leur patois de Hollande. C'est chaud, ça gâte le gosier. En voulez-vous pour votre escadron et pour vos hommes? Vous me payerez lorsque vous reviendrez de là-bas. Et mon petit tonneau n'a pas fait long feu, hussards et fantassins n'ont pas mis un quart d'heure pour le vider, et à ma santé encore. 20 minutes après, l'escadron était en face des bateaux, et les tirailleurs grimpaient à bord comme des chats, le sabre aux dents. La flotte se rendait aux Français, tout cela à cause de mon tonneau de genièvre. Voilà. Des hussards qui prennent une flotte, c'est déjà beau, hein, on est d'accord, mais des hussards complètement torchés à l'eau de vie qui prennent une flotte, ça c'est français.